Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet à la fois complexe et fondamental dans nos vies, que sont les clashs familiaux. Pourquoi survenons-nous en conflit au sein de nos familles? Quelles en sont les causes profondes? Et de manière paradoxale, ces conflits peuvent-ils avoir une utilité dans notre développement personnel et collectif? Pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer sur les travaux de deux grandes figures de la psychogénéalogie et des thérapies systémiques, donc que sont Bert Hellinger et Anne Ancelin-Schützenberg. Moi, je suis formée aux constellations et à la psychogé, du coup, j'ai été grandement influencée par ces deux grandes figures qui ont une expertise dans ces domaines. Et leurs recherches, leurs théories sur les dynamiques familiales nous offrent un éclairage qui va être précieux sur la manière dont les conflits familiaux se manifestent et ce qui finalement viennent nous révéler. Un conflit familial, un clash qui soit gros, petit, moyen, comme vous voulez, un énorme clash, il vient raconter quelque chose, il vient pas juste pourrir l'ambiance. Même si les personnes qu'il génère sont complètement dans l'inconscience de ce qui se passe, si vous poussez la réflexion et que vous commencez à vous intéresser à tout ce qui est transgénérationnel, vous verrez que ce clash, il a une raison d'être et qui vient nous donner de l'information. Et avant de plonger vraiment dans le cœur du sujet, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que les conflits familiaux semblent-ils se répéter au fil des générations? Comment ces conflits sont-ils liés à des événements non résolus dans le passé? Et peut-être avez-vous vous-même vécu des conflits familiaux qui semblent démesurés par rapport à leur origine. Alors, restez avec moi pour explorer ensemble les racines, les conséquences de ces conflits et ainsi que leur potentiel de guérison. Je me présente, je suis Fanny, thérapeute spécialisée en mémoire transgénérationnelle, constellation familiale et psychogénéalogie. Ça fait plus de 10 ans que j'anime des constellations familiales chamaniques et des stages de libération transgénérationnelle. À travers ce podcast, je vous partage mes connaissances, mon expérience et mes réflexions. J'espère vous aider à observer vos dynamiques familiales, à conscientiser ce qui entrave votre épanouissement. Donc, je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne et de commenter, ça permet de soutenir le podcast. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des vidéos plus complémentaires. Et j'essaie chaque semaine de répondre à une question et aussi de mettre des soins de guérison transgénérationnelle, même si encore une fois, ça ne remplace pas un accompagnement, mais ça peut vraiment vous aider, faire des petits miracles chez certains ou des grands miracles. Donc, je vous laisse expérimenter et vous voyez ce que ça donne pour vous. Et bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait me contacter pour faire une constellation familiale et on peut la faire en présentiel ou en visio. Et le prochain stage de libération transgénérationnelle qui s'appelle le chemin de l'Olivier, lui sera le 1, 2 et 3 février à Angers. Mais revenons à notre sujet qui est les clashs familiaux. Alors, j'espère que j'ai pas trop une voix de canard quand je parle parce que je sors d'un rhume, donc là c'est un peu... j'arrive à mieux parler, mais, mais la voix est peut-être pas encore au top. Donc pour mieux comprendre les causes des clashs familiaux, il va être essentiel de comprendre d'abord les concepts d'ordre et de désordre au sein du système familial. Selon Bert Hellinger, qui est donc un théoricien des constellations familiales, il a mis en lumière un principe fondamental, dont je vous parle souvent d'ailleurs dans les podcasts, c'est que chaque famille a son propre ordre. En fait, ça inclut les règles non écrites, des équilibres invisibles et souvent liés à des générations passées. Hellinger, il parle souvent du désordre qui apparaît lorsque des événements traumatiques, des secrets familiaux ou des injustices ne sont pas résolus. Par exemple, si un membre de la famille est exclu ou oublié, ou si une souffrance ancienne n'a pas été reconnue, ça peut entraîner des conflits dans les générations suivantes. Je vous donne un exemple concret. Imaginons qu'un grand-père il ait été victime d'une grande injustice, peut-être une guerre ou une trahison, mais que ce trauma il n'a pas été exprimé ou reconnu au sein de la famille. Ce grand-père il pourrait sans le savoir transmettre une pression invisible à ses descendants. Et ce qui va créer des conflits qui semblent n'avoir aucun sens ou aucune racine claire. D'ailleurs, si vous observez, quand il y a des gros clashs comme ça, spontanément, on pourrait se dire « Waouh, c'est un peu démesuré par rapport à ce qui vient de se passer ». Pour vous qui êtes extérieur et qui vous observez la personne qui génère le clash, c'est un peu ce que vous pouvez vous dire. Mais pour la personne qui, elle, est en train de générer le clash, elle est peut-être juste traversée par une énergie
on va dire, anciennes des générations précédentes dont elle est remplie parce qu'elle porte la mémoire. Et finalement, elle est en train de clasher pour mettre au grand jour peut-être une souffrance qui n'a pas été reconnue. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans les conflits familiaux, d'après moi, là, mon expérience, c'est que finalement, il n'y a rien de pire que de ne pas reconnaître la souffrance des gens. Il y a des familles comme ça, en fait, où la souffrance, on la balaye un peu d'un revers de manche en disant c'est pas grave, passe à autre chose. J'ai eu un témoignage comme ça d'une jeune femme qui avait été violée et ça avait été vraiment très complexe pour elle d'oser en parler à sa mère. Et sa mère, en fait, au lieu d'accueillir la souffrance et la reconnaissance de son viol et du mal qu'on lui a fait, lui a dit bon bah écoute, c'est pas grave, c'est du passé, passe à autre chose. Je ne sais pas si vous imaginez la violence de l'accueil. C'est-à-dire que cette jeune femme, pour qui c'était déjà super difficile d'en parler, essayait d'aller prendre en fait un peu de réconfort auprès de sa maman et d'être reconnue dans la douleur de ce qu'elle avait vécu dans son corps de jeune femme. Et en fait, on lui a demandé de balayer d'un revers de manche. C'est extrêmement complexe pour quelqu'un de se réparer à partir du moment où on n'est pas reconnu dans sa souffrance. Là, on parlait même pas du bourreau qui lui avait fait ça, en fait, que lui il reconnaisse. On n'était même pas là-dedans. On était juste dans je vais aller me lever dans les bras de ma mère pour qu'elle accueille cette souffrance que j'ai à l'intérieur de moi. En fait, elle voulait juste s'appuyer sur sa mère. Et là, sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a démontré en faisant ça? Que finalement, en fait, elle ne pouvait pas s'appuyer sur sa maman. Ça, déjà, rien que dans un arbre généalogique, c'est un problème. Si vous, en tant que enfant, jeune fille, jeune femme, adolescente, etc., vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre mère, déjà là, il y a un problème dans l'ordre familial. Donc ça, rien que ça, c'est à travailler. Et donc ensuite, les conséquences de ces clashs familiaux, ben évidemment, là, on parle du poids des non-dits et des loyautés invisibles, encore une fois. Selon Bert Hellinger, en fait, les conséquences, elles peuvent être multiples par rapport à un clash. Le premier effet est ce qu'il appelle les loyautés invisibles. Ces loyautés, elles sont des engagements inconscients que nous prenons envers nos ancêtres, souvent sans même que nous en rendions compte. Et ça peut être une loyauté envers un parent décédé, une souffrance ancienne ou une injustice subie par un aïeul. L'une des conséquences de ces loyautés, c'est que l'on peut répéter des comportements ou des schémas familiaux sans pouvoir s'en libérer. Un enfant qui vit dans une famille où la colère elle est omniprésente, en fait, il pourrait sans le vouloir reproduire ces comportements dans sa propre vie d'adulte. Mais il y a aussi ce que Hellinger appelle le déséquilibre entre donner et recevoir au sein de la famille. Quand une personne prend trop ou donne trop, cela perturbe l'équilibre. Et des conflits en fait peuvent surgir pour tenter de restaurer cet équilibre. Alors à travers cela, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que finalement, on peut avoir des spécialistes du clash dans nos familles. Ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur. Et en fait, ces gens-là, si vous observez, ils sont tout le temps en train de faire des clashs au repas de famille, à Noël, etc., etc. On a les spécialistes généralement dans les familles de ça. Et vous avez les autres qui souvent disent rien, subissent les clashs et les conséquences. Mais en fait, à chaque fois, trouvent ça disproportionné, ne comprennent pas forcément, etc. Notamment si la souffrance de l'autre n'est pas reconnue. Quelqu'un qui déclenche un clash, généralement, est en grande souffrance. Mais quand on est dans la colère ou l'animosité, on n'arrive pas à aller au-delà de ça et généralement, on n'arrive pas à voir la souffrance qu'il y a derrière. Et ce qui va être intéressant d'analyser dans ces cas-là, c'est que si par exemple, toi, tu es à la place de la personne qui ne fait jamais des clashs mais qui les subit, il se peut qu'un jour, par loyauté, tu sois amené finalement à déclencher un clash. Parce que ça fait des années que tu prends sur toi, que tu subis les clashs des autres, et donc il y a un moment, en fait, c'est toi qui vas péter un plomb. Parce que là, ça va trop loin, parce que là, c'est trop fort, parce que ça fait trop longtemps que tu dis rien et que tu prends sur toi. Et donc, à ce moment-là, l'énergie, elle te traverse. Et finalement, à travers le clash que toi, tu vas provoquer, c'est un peu comme si tu redonnais à chacun ce qui leur appartenait. Voilà, c'est un moment, c'est stop. C'est aussi mettre des limites saines, hein. C'est un moment, là, ça va trop loin, alors maintenant, on va s'arrêter. Chacun reprend ses petits paquets, parce que finalement, tu portes aussi les fardeaux de chacun, hein. Quand quelqu'un fait éclater un clash, un conflit, tout le monde subit, en fait, l'énergie qui est distillée à ce moment-là, qui est distribuée. Et la personne, en fait, si derrière, il n'y a pas eu des débriefings et, on va dire, des dialogues sains qui sont faits derrière, après ce clash, finalement, chacun a pris son petit paquet qui lui appartient pas forcément et tu viens en plus porter ça en plus de tes propres fardeaux que tu as déjà. J'ai entendu cet exemple il y a pas longtemps et j'ai trouvé qu'il était assez juste. En fait, les fardeaux invisibles, c'est un peu comme si, en fait, on t'envoyait des paires de chaussures gratuitement
Sauf que les chaussures, c'est du 45 et puis toi, tu fais du 37, hein. Donc forcément, il y a un truc qui va pas. Tes paires de chaussures, elles te servent à rien, sauf qu'on te force à les prendre. Donc l'idée, à travers tout ça, c'est quoi? C'est évidemment rendre la paire de chaussures à qui elle appartient, et puis toi, garder les tiennes et déjà gérer celles que tu as à t'occuper dans cette vie présente. Et l'autre chose que j'évoquais notamment, c'est ces personnes dans les systèmes familiales qui donnent trop, qui sont en fait en mode réparation. Je dis ça parce que c'est souvent la benjamine ou le benjamin dans une fratrie. Généralement, ils sont à la place, mais je referai un podcast sur le rôle de chacun plus détaillé parce que je trouve très intéressant de comprendre la place que tu occupes dans ta fratrie et quelles sont finalement les forces et les faiblesses. La benjamine, par exemple, d'une fratrie, elle va amener de la légèreté, des rires, voilà, elle va, entre guillemets, avoir un job de réparation. C'est-à-dire que tout ce qui est trop lourd, elle va faire en sorte que ça devienne léger pour que tout le monde ait le sourire, etc. Sauf que ces personnes-là, elles vont avoir une tendance à beaucoup trop donner. En fait, non seulement elles drainent leur énergie, ce qui fait qu'elles refilent finalement une énergie assez bienveillante, de joie, d'amour, etc. pour que ça se passe bien. Les gens en face, ou ils sont impactés ou même pas, je ne sais pas. Des fois, ils en ont même rien à foutre, ou alors ce qu'ils font, c'est qu'ils se nourrissent avec, mais par contre, il n'y a pas de retour pour autant. Et finalement, donner autant est disproportionné, notamment donner à un système qui est peut-être pourri en plus, parce que des fois, on a des arbres généalogiques qui sont vraiment pourris de l'intérieur. Donc là, en fait, c'est donner à fond perdu, jusqu'au jour où ces personnes-là, elles vont s'en rendre compte, et elles vont se rendre compte qu'en fait, c'est des coups d'épée dans l'eau, et que ça ne sert strictement à rien, mais qu'en plus, ça peut générer des conflits derrière. Parce que en montrant, entre guillemets, trop de bonne humeur, trop de bienveillance, etc., finalement, ça peut provoquer de la jalousie et de la haine en face, et c'est pas forcément accueilli comme ça devrait. Des fois, ça l'est, hein, mais parfois aussi, ça l'est pas. Ou alors, ça peut l'être avec un arrière-goût d'amertume, parce que finalement, quand tu occupes cette place-là, tu montres aux gens ce qu'ils n'arrivent pas à être. Donc, trop donner dans un arbre généalogique, se donner ce rôle de réparateur, de sauveur, c'est également très mauvais. Il faut savoir se préserver et trouver le juste équilibre. Mais selon Bert Hellinger, donc évidemment, il y a une utilité à tous ces clashs familiaux. Derrière ça, il est possible qu'il y ait une guérison et une transformation. Alors, ça peut surprendre, hein, mais pour Bert Hellinger, les conflits familiaux, ils ont une fonction thérapeutique et évolutive. Les clashs, bien qu'ils soient douloureux sur l'instant, parce qu'émotionnellement, on n'est quand même pas au top quand il se passe ça, on peut même se sentir dévasté, ils ont une utilité. Ils révèlent souvent des blessures anciennes qui n'ont pas été guéries, et lorsqu'une famille vit un conflit, c'est souvent un signal qu'un élément important du passé n'a pas été traité. Par exemple, un enfant qui peut se révolter contre un parent, et non pas pour ce qu'il fait, pour ce que fait le parent finalement aujourd'hui, dans l'instant présent, mais à cause de ce qui s'est passé dans les lignées familiales, ça peut tout à fait faire qu'un gamin se révolte. Mettons, un enfant qui est sous emprise d'une mère toxique depuis trop longtemps et qui a mis des pseudo-limites, mais bon, sans jamais réellement les poser de façon claire, il peut tout à fait se réveiller à la quarantaine, cinquantaine, et puis d'un seul coup péter un câble, parce qu'en fait, ça fait des années que cet enfant prend sur lui et qu'il est temps de poser des limites claires et saines pour que ça s'arrête. Parce que la maltraitance physique, elle est reconnue, mais je trouve que la maltraitance psychologique l'est beaucoup moins dans nos sociétés. En fait, si tu t'es pas fait violer, taper dessus ou qu'on t'a pas fait des trucs atroces corporellement, on a la sensation que psychologiquement, c'est pas trop reconnu. Alors, ça l'est si tu vas voir un thérapeute ou un spécialiste qui va te dire que c'est pas normal ce que tu vis, mais c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, ça, de la part de certains parents maltraitants psychologiquement. C'est oui, bon, bah c'est bon, hein, on l'a pas enfermée dans un placard non plus, hein. Elle a eu à manger, elle a eu à boire, elle a eu un toit. Ouais, alors ok, donc ça, sur le plan, on va dire, des besoins primaires de l'être humain, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai où dormir, d'accord. Donc ça, ces besoins primaires, ils sont comblés. Mais là, on parle des besoins émotionnels, l'écoute, l'attention, l'amour, l'affection, les câlins, tout cet aspect finalement très intime dont se nourrit l'enfant. Parce que, je le rappelle, mais le besoin numéro un d'un enfant, quand tu es petit, et même encore à l'adolescence, c'est quoi? C'est tu cherches de l'amour. Tout l'amour que tu ne trouveras pas chez tes parents, t'inquiète pas, tu vas aller le chercher ailleurs. C'est ce qui fait que tu vas avoir des petits copains de bonheur ou ce genre de choses, ou que tu es tout le temps fourré chez tes potes et que tu n'es jamais chez toi. N'oubliez pas, un enfant,
S'il cherche par tous les moyens de fuir la maison, c'est qu'il y a un problème de fond, hein. Quand il est jamais chez soi, c'est qu'il y a un problème de fond. Donc là, ce dont je parle finalement, c'est des besoins émotionnels, des besoins d'amour, des besoins de reconnaissance, de légitimité. Regarde, je suis là et le parent, oui, je te vois, t'es là et je m'occupe de toi. Parce que faire à manger, etc., mais bien entendu, et je pense qu'on est tous pareils, hein, on vit à des rythmes pas possibles dans cette société, mais il y a, entre guillemets, faire à manger et faire en sorte que notre enfant soit vivant et qu'il puisse vivre convenablement. Et il y a aussi l'autre aspect plus féminin, entre guillemets, c'est je vais me poser avec mon enfant, je vais l'écouter. Même pas le conseiller, juste prendre le temps de l'écouter, de le cajoler et puis de lui donner en fait tout ce dont il a besoin pour se développer sainement sur le plan affectif. Et là, donc, ça n'a plus rien à voir avec les besoins primaires, encore que même, j'aurais presque envie de le mettre dans les besoins primaires. Parce que manger, boire, dormir, ok, c'est essentiel, mais putain, si t'as pas l'amour avec tout ça, ça va être compliqué pour ton développement. Après, il y a des moyens de se guérir, hein, évidemment, rien n'est figé dans le temps. Bref, mais c'était juste pour illustrer ce que disait Bert Hellinger. Donc maintenant que je vous ai plutôt développé les théories de Bert Hellinger, je vais vous parler maintenant de Anne Ancelin Schützenberg, pardon, c'est pas facile à dire. Donc elle parle de l'importance de l'arbre généalogique et de la mémoire familiale. Donc si Bert Hellinger, lui, a mis en lumière les déséquilibres au sein du système familial, Anne Ancelin Schützenberg, donc, qui est psychologue, et je le rappelle, elle est auteure du bouquin « Aïe, mes aïeux, héritage des transmissions des traumatismes ». Il est génial ce bouquin. Elle a abordé le concept de l'arbre généalogique. Elle affirme que nous portons souvent les blessures inconscientes transmises par nos ancêtres. Et ces blessures, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, elles peuvent se manifester sous forme de conflits familiaux ou de comportements destructeurs. En fait, dans son travail, Anne Ancelin, elle met en évidence que des événements traumatiques vécus par les ancêtres, comme des guerres, des séparations, des injustices, continuent de marquer les descendants, même si ces événements, ils ont été oubliés ou tués dans le silence familial. Perso, je trouve que les deux racontent la même chose, mais bon, j'ai développé un peu pour que vous voyez la façon dont Anne Ancelin développe les choses. J'ai beaucoup étudié les deux. Moi, je me sers des deux, finalement. J'ai intégré les deux systèmes et même bien d'autres dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que finalement, je trouve qu'ils ont chacun leurs techniques, leurs outils, leurs rituels, entre guillemets, de guérison, mais finalement, on en vient à la même chose, c'est se libérer finalement des mémoires des ancêtres. Et donc, pour Anne Ancelin, les clashs, dans ces cas-là, quand ils sont tués dans le silence familial ou autre, ils deviennent des manifestations de la mémoire familiale non résolue. Donc pour guérir, il est nécessaire de rendre hommage à ces événements du passé, de leur donner un espace pour être reconnus, afin de pouvoir se libérer de leur emprise. Et finalement, c'est ce qu'on fait en constellation familiale ou en psychogénéalogie via des rituels, des protocoles, etc. Je dirais les deux techniques sont pas identiques parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même, mais en tout cas elles sont très complémentaires l'une de l'autre. Il y a plein de gens, moi, que j'accompagne en psychogé, qui, en parallèle, viennent faire des constellations. Tout ça, en fait, finalement, vient remuer, entre guillemets, l'arbre, le désencombrer, le libérer de ce qu'il porte et qui est beaucoup trop lourd. Donc, si je récapitule, finalement, c'est quoi l'utilité des clashs familiaux ? Bien, encore une fois, bien sûr qu'ils sont douloureux et déstabilisants. On peut avoir l'impression que la terre s'écroule sous nos pieds, mais ils peuvent avoir plusieurs fonctions et ils servent à différents objectifs. Donc, je vais vous récapituler à peu près 8 fonctions que peut avoir un clash. Le premier, ça va être de mettre en lumière les déséquilibres ou les non-dits. Les conflits familiaux, ils révèlent souvent des dynamiques cachées ou des déséquilibres qui existent dans le système familial. Donc, je le redis, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, d'un enfant qui va se rebeller à 40 ans contre un parent. Donc, ça peut vraiment signaler un problème plus profond, comme une injustice ou un traumatisme non résolu dans la famille. Ces conflits sont parfois le moyen, finalement, par lequel un problème invisible devient visible et peut être abordé. La deuxième fonction d'un clash, ça peut être quoi ? Ça peut être exposer les loyautés invisibles. Chaque membre de la famille a des loyautés invisibles envers un ancêtre. Ça, on est tous à la même enseigne, je vous rassure. Et ces loyautés peuvent être liées à des secrets de famille, des souffrances anciennes, des injustices non reconnues ou des événements traumatiques passés. Les clashs familiaux, ils servent à faire ressortir ces loyautés invisibles et peuvent forcer à une prise de conscience qui, à terme, permet la guérison des blessures transgénérationnelles. Donc, gardez en tête qu'un clash, c'est aussi une opportunité.
C'est pas juste un truc qui vient emmerder tout le monde. Parce que le pire, je crois, c'est quand tout est passé sous silence. Dans les familles où qu'on a ce qu'on appelle, il y a des taiseux quoi, où faut rien dire, faut tout le temps que se la fermer en fait, même quand tu es face à des injustices, à des choses qui sont intolérables. Et bien finalement, quand tu es face à ça, même si toi tu fais partie des taiseux, il y a un moment tu risques de péter un câble quand même, parce que la souffrance est trop grande. Elle a besoin d'être mise au goût du jour, et encore une fois, que chacun récupère ses petits paquets. Donc c'est un peu l'idée aussi des clashs, hein. Tu redonnes à chacun aussi dans ces moments-là. Troisième fonction du clash, ça va être favoriser la guérison et la transformation. Donc encore une fois, ok, c'est douloureux, ça fait mal, c'est pas agréable, ça met tout le monde mal à l'aise, blablabla, ça on est d'accord. Mais ils peuvent être aussi des catalyseurs de transformation, ces clashs. Les clashs familiaux, c'est aussi une forme de catharsis. Ça permet en fait de libérer des émotions refoulées, des traumatismes anciens. Lorsque ces conflits sont compris et résolus, ils permettent à la famille de retrouver un ordre plus juste, d'apaiser les rancœurs et d'établir des nouvelles bases pour des relations qui vont être plus saines à l'avenir. Par exemple, si ça fait des années que tu prends sur toi, que tu es quelqu'un par exemple de colérique, admettons tu es quelqu'un de colérique, tu t'agaces un peu pour tout et n'importe quoi dans la vie, tu râles, ça va jamais, ou par exemple, alors l'exemple typique, tu es au volant, on te fait une queue de poisson et là tu pètes un câble au téléphone, pardon, pas au téléphone, tu pètes un câble dans ta bagnole parce qu'on t'a fait une queue de poisson, t'insultes le mec de tous les noms, t'essaies de le rattraper, alors généralement c'est plus les mecs qui font ça, mais il y a beaucoup de femmes qui le font aussi, hein. Donc ça, par exemple, c'est hyper intéressant parce que finalement, le gars là qui t'a fait une queue de poisson, lui, c'est juste un déclencheur, c'est juste un symptôme de ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que tu viens de vivre une grosse injustice. Et finalement, toi, tout ce que tu as accumulé au fil des années dans ta famille, qui avait de quoi te mettre en colère, parce que, encore une fois, la colère, elle vient te dire quoi? Elle vient te dire qu'il est temps de poser des limites. Si tu n'arrives pas à poser des limites avec les gens de ta famille, tu vas faire que d'accumuler et accumuler, tu vas ronger ton frein, et pour peu que tu aies une famille qui soit un peu plus rude de décoffrage et qui balance un peu des scuds un peu gratuitement comme ça, sans se soucier de comment les gens vont réceptionner derrière, toi tu accumules tous tes petits dossiers, tu n'arrives pas à parler, tu as un problème de com', donc la colère elle s'exprime pas, elle s'exprime pas, elle s'exprime pas, donc par contre le gars qui va te faire une queue de poisson, lui il va prendre pour tout le monde. Donc tout ça pour dire que quoi? Que à un moment, quand les dossiers ont été trop accumulés, que c'est pas dans ta nature de faire un clash, que tu es plutôt, même souvent, c'est des personnes qui font ça et sont plutôt à l'inverse, elles aiment bien que ça se passe bien et qu'on soit dans la bonne humeur. Bref, mais là aussi, il y a des choses à creuser. Et bien en fait, le jour où la colère va être trop forte parce que la goutte d'eau va faire déborder le vase, et bien ce jour-là, en fait, tu vas péter un gros plomb et finalement, tu vas balancer un peu de façon anarchique tout ce que tu ressens. Et cette fois-ci, sans toi-même te soucier de comment ça va être reçu ou perçu, parce que la colère, en fait, elle est faite pour être exprimée encore une fois. Et quand ça fait des années que tu accumules, bah, elle peut sortir de façon complètement anarchique. Mais quand tu es prise par ce genre d'émotion, généralement, ça devient immaîtrisable. En fait, tu n'arrives même plus. La raison n'a plus, n'a plus sa place à ce moment-là. La raison, tu la retrouveras quand tu seras calmée, quand toute la libération émotionnelle aura été faite. Mais là, peut-être que tu libères pour toi par rapport à ton vécu, mais peut-être que tu libères aussi des grosses colères qui sont à tes ancêtres dans ces moments-là. Et que toi-même, tu te sens démuni parce que tu te dis ah ouais, là j'ai lâché un truc, mais laisse tomber, ça m'a dépassé, je sais même pas de quoi on parle des fois, parce qu'il y a ce que toi tu sais de toi-même. Alors pour peu que tu aies travaillé sur toi, t'en sais quand même beaucoup. Pour peu que tu n'aies pas du tout travaillé sur toi, tu comprends rien. Ou alors tu vois juste que pas plus loin que le bout de ton nez en te disant oui, bah, c'est normal, et puis l'ego prend le dessus, puis après finalement c'est les autres les méchants, puis toi t'as rien fait. Bref, ça dépend de là où tu en es dans ton cheminement. Mais l'idée de ça, en fait, c'est de comprendre que pourquoi j'en suis arrivée là, à péter un câble alors que finalement c'est pas dans ma nature, pourquoi ça fait aussi longtemps que je ne dis rien, pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps que je laisse faire et pourquoi ça fait aussi longtemps que j'essaie de réparer un truc qui finalement n'est peut-être même pas à ma portée. En fait, il y a beaucoup de choses à comprendre derrière ces conflits familiaux. Donc là, voilà, encore une fois, on peut chercher à comprendre que derrière, il y a quelque chose à guérir et quelque chose à transformer. C'est pas juste j'ai fait péter le truc pour mon grand plaisir et puis derrière, plus personne se parle et finalement, on s'arrête là. Ça va bien plus loin que ça. Quatrième utilité du clash familial, ça va être de faire face à des traumatismes transgénérationnels. Donc là, on revient sur l'importance des traumas hérités d'une génération à l'autre. Les conflits familiaux, ils peuvent signaler qu'un traumatisme n'a pas été résolu et donc il a été transmis à une autre génération.
Et donc, il a besoin, en fait, ce trauma, il a besoin d'être confronté. Les descendants, ils peuvent inconsciemment répéter des schémas comportementaux qui sont liés à ce traumatisme. Donc, un conflit, il peut être un moyen de réveiller cette mémoire familiale et de permettre à la famille de réparer ou de libérer ce fardeau du passé. Encore une fois, il faut que les membres de la famille aient un minimum de recul et de réflexion sur les choses. Si ça se limite à ah bah elle a encore fait un clash, super, voilà, tout le monde se fait la gueule, on va pas se parler pendant un an. Ça pour moi c'est les gens qui comprennent pas et qui poussent pas la réflexion. Là c'est quand je me limite à mon ego. L'idée derrière ça, aussi douloureux ce soit, c'est dépasser la douleur de ce qui a été reçu et de commencer à observer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on en arrive là en fait? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à chaque réunion de famille où les gens sont pas bien, où les gens finissent par s'engueuler, où les gens finissent par faire des clashs? Si tu t'arrêtes bêtement à ça, bah, tu vas te dire, bon, bah, autant ne pas se voir finalement. Autant ne pas se voir parce que ça ne fonctionne pas. Ouais, mais quand tu fais ça, le problème c'est que derrière, ton arbre, il résout pas les problèmes en fait. Il résout pas les mémoires, il libère rien. Après, il peut y avoir besoin de temps. Ça, c'est autre chose pour moi. Entre faire la gueule et avoir besoin de temps pour mieux se comprendre, comprendre ce qui se joue, et puis peut-être travailler sur soi, tout simplement. Là, c'est une autre dynamique. Vous voyez la différence? Il y a deux dynamiques. C'est je fais la gueule, je veux plus voir personne, et gna gna gna, et je range mon frein, et puis les autres sont tous des cons, et moi, moi, je demande rien à personne, je suis la gentille, mais en attendant, je résous rien. Ou alors, je prends une dynamique, l'autre dynamique qui est je prends du temps pour moi, je vais laisser le truc un peu dégonfler, je vais sortir un peu de mon émotionnel et puis de voir ce qui s'y passe, pousser ma réflexion, me faire aider si j'en ai besoin, quitte à faire des constellations, travailler sur l'arbre en parallèle et mettre un peu de distance dans un premier temps pour pouvoir, moi, me reconstruire et comprendre ce qui se joue vraiment dans les profondeurs. Cinquième utilité, donc restaurer l'équilibre dans le système familial. Donc un conflit peut surgir lorsqu'il y a un déséquilibre dans le système familial, comme lorsqu'une personne occupe une place qui ne lui revient pas ou qu'un membre de la famille est exclu. Ces clashs, ils peuvent être un moyen inconscient de rétablir l'ordre naturel de la famille en permettant à chaque membre de retrouver sa juste place. Bon bah alors ça c'est un truc très fréquent, ne pas être à sa juste place. On le voit souvent, enfin moi je le vois souvent en constellation. Le nombre d'enfants qui sont à la place des parents, c'est assez colossal. C'est-à-dire pour peu que j'ai eu une mère émotionnellement immature, toxique ou un père violent, enfin bref, des parents défaillants, dysfonctionnels, qui n'ont pas pris leur place et qui n'ont pas su s'occuper de leurs enfants, ou des parents tout simplement autocentrés. Il y a pas besoin d'avoir, on n'est pas obligé de parler de maltraitance. On peut tout à fait parler juste de parents autocentrés qui ne savent pas prendre leur rôle de parents parce qu'ils sont trop occupés dans leur vie personnelle à développer ce qu'ils ont envie et qui finalement laissent les enfants pour compte. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ce sont les enfants qui vont prendre les responsabilités des parents. Alors si tu es fils ou fille unique, évidemment, tu es seul à gérer ça. Si tu as une fratrie, souvent l'aîné va prendre la place un peu du papa ou de la maman et s'occuper des petits frères et des petites sœurs. Et dans ce cas, ce qui devient complexe, c'est que même dans l'esprit de la fratrie, en fait, l'aîné devient finalement la mère ou le père. Et les enfants, finalement, se trouvent avec des parents biologiques et puis une mère de cœur. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais en fait, personne n'est à la bonne place. Les parents, ils sont à la place des enfants. Les enfants peuvent être à la place des parents. L'enfant qui est à la place des parents se retrouve plus à la bonne place dans sa fratrie. Alors ça, c'est magnifique pour ne pas être du tout dans une sérénité dans sa famille. C'est vraiment les places, c'est hyper important, chacun d'avoir sa place, sa juste place. C'est ce qu'on fait en constellation. Souvent, on redonne leur juste place aux personnes qui ne sont pas à la bonne place et ça fait beaucoup de bien. Et après, on a donc ce qu'on appelle les exclus du système. Et ça, c'est complexe. Si par exemple, toi, dans ta famille, tu te sens exclu, même si on t'a rien fait, mais tu sens que t'es pas, comment dire, j'allais dire incorporé. T'es pas incorporé à ta famille. Je sais pas si c'est intégré, on va dire, c'est peut-être mieux. C'est intégré, ouais, à ta famille. Si tu sens que il y a les autres et puis il y a toi un peu à côté, c'est que tu as un problème d'exclusion. Ça veut dire que c'est pas forcément les autres qui t'excluent. Ça peut être juste te dire que toi, tu te sens exclu de ton système familial parce que tu portes la mémoire d'un ancêtre qui lui a été exclu et qu'on n'a pas encore réintégré. Donc je le prends souvent comme exemple, mais c'est fréquent ça aussi, de la grand-mère qui est tombée enceinte avant le mariage. Alors
que ce soit des rapports consentis ou pas, ça ne change rien. Il y a des époques, de toute façon, on bannissait ces jeunes femmes de leur famille. Donc voilà, et ta grand-mère, elle a été exclue parce qu'elle est tombée enceinte et que c'était pas admissible de ne pas être mariée, d'avoir un enfant, etc. Donc on l'a bannie de la famille, elle doit partir, elle doit quitter la maison, etc. Donc cette femme, elle a été exclue du système familial. Toi, tu portes sa mémoire, donc toi, tu te sens exclue. Même si réellement, les gens de ta famille ne t'ont rien fait, ne t'ont pas exclu, toi, tu te sens comme ça. Ce qui fait que finalement, le moindre petite critique ou autre, en fait, va faire que ça va renforcer ton exclusion. Donc là, pareil, à bosser en constellation, parce que finalement, ça va être la constellation ou l'hypnose. Ça m'arrive moi aussi de le gérer en hypnose. Va t'apporter tes réponses et va t'emmener voir ce que tu as à voir. Après, je dirais, c'est plus facile en constellation, parce que si jamais en hypnose, tu as des résistances, voilà, ta séance, elle peut ne rien donner aussi, ou alors elle peut être très fructueuse, hein, les deux sont possibles. Mais si jamais tu as des résistances, la constellation, tu as juste à regarder. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'intérieur de toi ce qui se passe. Ton corps va te révéler ce qui se passe de toute façon. 6e utilité, donc on va exprimer des besoins ou des attentes refoulées. Donc les clashs familiaux, ils peuvent aussi être des signes d'insatisfaction ou de besoins non exprimés au sein de la famille. Parfois, un individu, il peut accumuler de la frustration pendant des années sans pouvoir exprimer ses émotions. Et vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est quand il y a un point de tension, un point de non-retour, en fait, que tout va éclater. Et ces conflits peuvent être une opportunité pour chaque membre de mettre en lumière des besoins ou des désirs qui autrement seraient restés dans l'ombre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, quand tu es issu d'une famille, je vous donne un exemple, où le système de communication, c'est ou l'engueulade ou le silence, finalement c'est la même énergie, engueulade et silence, c'est exactement la même énergie, ça va être complexe. Pourquoi ? Parce que les choses sont dites uniquement dans la violence, ou alors je me tais, je ferme ma gueule. En fait, c'est un peu ça. Tu as les deux extrêmes. Et c'est complexe dans ces familles-là, parce que finalement, les choses sincères dont tu as besoin d'exprimer, elles pourront jamais être dites de façon saine. Et quand tu commences à les exprimer de façon saine, si tu as ce style de système familial, de code en tout cas, de communication, bah finalement, toi, pour peu que tu aies travaillé un peu sur toi, tu vas dire, tiens, je vais essayer d'exprimer sainement mon besoin, acquis de droit. Bah en fait, ça va déclencher généralement ou une engueulade ou des silences. Donc dans les deux cas, tu as l'impression de ne pas être entendu parce qu'une engueulade génère une engueulade. Donc finalement, tout le monde se gueule dessus, puis personne s'entend, personne s'écoute. Donc ça ne sert à rien à part peut-être libérer ton émotionnel. En fait, ça peut quand même purger, je dirais, à un certain niveau. Mais derrière, il faut que ce soit débriefé, encore une fois. Si tu restes juste là-dessus, ça va être complexe. Mais je dirais qu'une bonne engueulade, ça peut quand même te servir à décharger tout le surplus émotionnel que tu as accumulé. Ça peut servir à ça. Parce qu'encore une fois, quand tu es en colère, y a une décharge physique qui a besoin d'être. Tu peux pas t'asseoir en tailleur et puis te mettre à méditer. C'est contre-productif pour la colère. La colère a besoin d'être vécue. Hein. Et je dis ça parce que souvent, elle est mal vue dans nos sociétés, la colère, alors qu'en fait, elle est très très saine quand elle se manifeste. C'est plutôt l'inverse, il faut la vivre, la colère. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui tapent sur des sacs de frappe, qui ont besoin d'aller courir, prendre l'air. Bah oui, parce que physiquement, en fait, tu as des shoots d'adrénaline dans le sang. Hein. T'as des montées d'hormones qui font que tu as besoin de décharger physiquement. Et il y en a qui ont besoin de crier. Alors chacun doit trouver. Après, encore une fois, l'idée n'est pas de basculer dans la violence. La violence, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans la colère. Hein. Je fais vraiment la part des choses entre les deux. Et que de fait, quand tu commences à exprimer sainement ton besoin ou tes sentiments et que c'est pas accueilli en face parce que le code familial dit ou il faut qu'il y ait une engueulade ou il faut que ce soit tu et mis sous silence, bah forcément ça va être compliqué pour toi d'exprimer tes besoins. Donc généralement, qu'est-ce que tu fais quand tu es enfant ? Bah tu prends le même pli, tu vas intégrer ce code familial avec ta famille d'origine en tout cas. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu auras ta famille construite, donc ton mari ou ta femme, tes enfants, etc., si tu as travaillé sur toi, tu verras que finalement, tu n'as pas envie de reproduire ça. Donc tu vas essayer de fluidifier la communication pour ne pas tomber dans ces conflits d'engueulade ou de silence. Et quand tu vas retourner dans ta famille d'origine, par contre, si ça n'a pas été résolu, tu vas retrouver les mêmes dynamiques. Engueulade ou alors silence. Donc l'idée de tout ça, ça va être de réussir à réinstaurer du dialogue et de comprendre finalement pourquoi ça fonctionne comme ça. Et c'est intéressant à observer dans certaines familles, quand tu observes les personnes qui se sont mariées, si tu regardes
comment ça fonctionne dans le côté maternel et après que tu observes comment ça fonctionne côté paternel souvent. Alors tu peux avoir les mêmes ou alors les opposés. Si tu regardes du côté maternel, ça fonctionne qu'avec des engueulades. Et tu regardes du côté paternel, ce sont des taiseux. Ils disent rien, tout est passé sous silence. Donc encore une fois, dans les deux cas, c'est la même énergie. C'est la même énergie parce qu'encore une fois, on est sur les deux faces d'une même pièce. Tu prends ta pièce, d'un côté tu as les engueulades, tu prends l'autre face, tu as les silences. Donc voilà, l'idée ça va être d'aller creuser dans ce code familial, de comprendre pourquoi c'est installé comme ça et pourquoi en fait finalement on ne peut pas se dire les choses simplement. Mais derrière ça, souvent, il y a de la souffrance. Voilà, mais bon, à voir en fonction de chaque code familial, parce que là, c'est des exemples assez généralistes que je donne. La 7e utilité, ça va être de renforcer les liens familiaux. Et oui, qui pourrait penser que en s'engueulant en famille, en fait, on renforce nos liens familiaux? Eh bien si, dans certains cas, un conflit, lorsqu'il est résolu de manière saine et constructive, et j'insiste sur manière saine et constructive, il peut paradoxalement renforcer les liens familiaux. En fait, le processus de résolution, il permet une meilleure communication, une compréhension mutuelle de ce qui s'est passé et un respect plus profond des besoins de chacun. La famille, elle peut alors émerger du conflit plus unie et avec des relations plus authentiques. Et ça, je dirais, c'est hyper intéressant quand on a compris ça, que finalement, le clash, il vient pas pour foutre la merde dans la famille ou quoi, mais il vient juste... c'est comme un appel à l'aide. Si tu commences à voir les clashs comme un appel à l'aide de la personne qui a déclenché le truc, bah finalement, déjà, d'une part, je pense que tu rouvres ton cœur, tu trouveras l'amour, à la compréhension, à la compassion et à l'empathie. Et c'est quand même des qualités dont on a besoin pour bien fonctionner dans un arbre généalogique. C'est ce qu'on dit souvent en constellation, c'est finalement à quoi ça sert une constellation? Ça sert à faire circuler l'amour dans un arbre généalogique. Quand ton arbre, il est malade, il est en souffrance, l'amour a du mal à bien circuler, voire des fois il ne circule pas du tout. Ça engendre de la violence, de la souffrance, de la maltraitance. Enfin, ça peut avoir plein de conséquences, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le pro, dans le perso, avec tes enfants, avec tes parents. Enfin, voilà, plein de choses différentes. Même avec ton boss, qu'on pourrait penser que ça n'a aucun lien, bien sûr que si, ça a du lien aussi avec tes amis. Ça peut avoir des conséquences dans tous les domaines de ta vie. Donc et si les membres de la famille ont la présence d'esprit ou par chance ils travaillent sur eux, ils vont commencer à pouvoir mettre de la conscience dessus et à se dire que finalement, ce qui s'est passé, bah, on a besoin d'en parler calmement, sans passer forcément par un clash ou un silence. Et là, ça commence à être bien parce que chacun va pouvoir se sentir accueilli tel qu'il est et retrouver aussi sa juste place au passage, mais surtout exprimer ses besoins et son émotionnel. Malheureusement, toutes les familles ne sont pas capables de faire ça. D'où l'intérêt des fois d'aller faire une thérapie familiale avec quelqu'un de neutre qui pourra donner un temps de parole à chacun, que chacun des membres de la famille pourra écouter tour à tour. Parce que en fait, c'est trop facile des fois d'essayer d'exprimer sainement quelque chose et en fait d'avoir la parole qui est coupée ou de se faire envoyer chier violemment en disant « Ah mais toi de toute façon tu fais que des histoires ». Bah en fait, ouais, mais si je fais que des histoires, c'est que peut-être je suis pas écoutée, je suis pas entendue dans ma souffrance. Et parce que du coup, ça remet en question aussi. Par exemple, si je prends le cadre à l'âge adulte, je sais pas, t'as 30 ans, tu fais un clash dans ta famille, et puis voilà, tu te fais envoyer bouler, je sais pas, par ta mère qui devait te dire ah bah tiens, bah toi tu fais des histoires comme d'habitude, ou tiens, tu peux pas t'empêcher de foutre la merde, machin, parce que souvent c'est ce que j'entends. Et puis, je sais pas, admettons que ton père, lui, soit le genre à pas prendre sa place d'homme et puis il dit jamais rien. Et ben du coup, ça donne quoi? Ça donne un enfant, même s'il a 30 ans, qui est pas reconnu dans sa souffrance, qui est pas accueilli dans ce qu'il a besoin d'exprimer. En gros, en fait, c'est comme si tu lui disais, tu ne m'intéresses pas. Ce que tu ressens ne m'intéresse absolument pas. Et pour peu que ta mère soit un peu toxique, égocentrée, ou alors perverse narcissique, parce qu'il y en a aussi beaucoup, en fait, vu que tu parles de toi, tu ne l'intéresses absolument pas finalement parce qu'il y a quelqu'un qui l'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, il y a plein de choses à comprendre dans les exemples que je vous donne. J'espère qu'ils sont assez concrets, que peut-être ça vous parle. Même si ça ne vous parle pas directement, peut-être que ça peut vous parler dans des dynamiques que vous observez chez d'autres membres de votre famille. Donc en résumé, tous ces clashs familiaux, aussi difficiles puissent-ils être, ils ont souvent une utilité sous-jacente. Donc ils vont agir comme des signaux d'alarme qui poussent à la réflexion, à la guérison,
à la transformation et surtout à la restauration de l'équilibre au sein de la famille. Ces conflits, en fait, alors ça peut être compliqué quand tu baignes dans l'émotionnel dans un premier temps, mais c'est vraiment une occasion de résoudre des blessures anciennes, de rétablir des vérités cachées et de permettre à la famille de grandir et de se libérer des cycles destructeurs. Alors, il y a une question qui m'a été posée, c'est comment faire pour pas garder le silence, pour conserver le dialogue. Souvent après un clash, on peut observer quoi? C'est que plus personne se parle, ou alors certains se parlent entre eux, mais généralement il y a tout le temps quelqu'un qui est plus ou moins exclu. Généralement c'est la personne qui a déclenché le clash. Et il peut être difficile de maintenir le dialogue, surtout dans le cas où les émotions sont fortes et les ressentiments vont être profonds. Donc, c'est quand même essentiel de préserver la communication, non seulement pour résoudre le conflit, mais aussi pour éviter que ça n'entraîne des ruptures qui vont être finalement irréparables. Après, ça donne, je sais pas, par exemple, des sœurs qui vont pas se parler pendant 25 ans, quoi. Donc, moi, là, je vous donne quelques pistes pour faciliter la réconciliation et puis encourager les membres de la famille à continuer à se parler après un clash. Encore une fois, c'est pas facile. On peut pas être seul à faire ça. Il faut vraiment que, on soit plus ou moins tous en accord avec ça pour regarder dans le même objectif. Parce que s'il y en a un qui veut réparer et puis l'autre qui veut pas, parce que l'ego, machin, ceci, cela, bah forcément, on se retrouve un peu au pied du mur et l'idée, c'est pas non plus de mettre toute son énergie dedans et que ça serve à rien. La première chose à faire après un conflit, ça va être de prendre du recul avant de réagir. Il est vraiment important de prendre du temps pour se calmer, pour réfléchir avant de reprendre la conversation. Donc le besoin immédiat de réagir sur le moment, il peut souvent mener à des paroles blessantes. Et en prenant un peu de distance, chaque partie en fait peut analyser ses émotions et mieux comprendre ses besoins et ses motivations. Et c'est aussi un moyen de diminuer l'intensité du conflit. Le deuxième conseil, ça va être de créer un espace de dialogue sécurisé. Il est crucial de créer un environnement où chacun se sent respecté et écouté. Alors, ça peut inclure, éviter les jugements. Lorsque vous discutez, il faut s'efforcer de ne pas accuser l'autre, mais plutôt de parler de ses propres émotions et ressentis. Voilà, là je me suis sentie blessée, là ça m'a fait telle émotion, là c'est pas ok pour moi, etc., etc. À partir du moment où tu passes ton temps à dire tu es comme ci, tu es comme ça, etc., etc., bon bah là effectivement ça va être compliqué d'avoir un dialogue. Finalement tu passes ton temps à accuser l'autre, donc l'autre n'entend rien. Encore une fois, il faut avoir les bonnes personnes pour le faire, hein. Allez pas au casse-pipe, hein. Si vous avez des parents qui sont toxiques, maltraitants psychologiquement, j'ai envie de vous dire, n'allez pas vous briser les ailes parce que c'est pas ces gens-là qui pourront vous accueillir dans ce que vous êtes tant que eux, ils ne se sont pas guéris. Mais souvent des gens toxiques, ils n'ont aucune envie de se guérir, ils laissent les autres le faire, généralement parce que quand vous les écoutez, ils n'ont aucun problème, c'est les autres qui ont des problèmes. Donc là, vraiment, je vous invite, je mets vraiment un signal d'alarme là-dessus. N'essayez pas d'aller engager un dialogue avec des parents ou des gens de votre famille qui sont toxiques. Ils ne vont pas comprendre ce que vous êtes en train de faire et vous allez vous faire plus de mal que de bien. Ce qui va être important, ça va être aussi de respecter le temps de parole. Chaque membre de la famille doit avoir l'opportunité de s'exprimer sans être interrompu. Ça, c'est très important aussi. Il y a certaines traditions, comme le chamanisme, ils ont ce qu'on appelle un bâton de parole. C'est un bâton, en fait, que chaque personne aura durant son temps de parole. Et tant que la personne a le bâton dans les mains, les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Et moi, je trouve ça très sain, parce que finalement, une personne, quand elle s'exprime, elle développe aussi ses idées, elle conscientise au fur et à mesure de ce qu'elle dit. Et le fait de ne pas être interrompu, ça lui permet vraiment d'aller jusqu'au bout, de tirer la pelote de laine jusqu'au bout de ses idées. Et une fois que c'est terminé, elle passe le bâton à la personne suivante, qui elle aussi aura son temps de parole, tout le temps où elle aura son bâton dans les mains. Évidemment, une chose essentielle aussi, ça va être d'être dans un cadre calme, c'est-à-dire choisir un moment et un lieu où personne n'est distrait ou pressé, afin que la conversation puisse se dérouler dans le calme. Et si vous êtes encore une fois dans le cas de parents toxiques, de familles toxiques, généralement c'est quand même mieux d'aller voir un spécialiste, un thérapeute qui pourra vous accompagner de façon saine et équilibrée. Troisième conseil, ça va être d'exprimer ses émotions sans agressivité. Et c'est là où c'est pas évident. Parce que l'un des pièges fréquents dans les clashs familiaux, c'est de faire monter les émotions de manière agressive, ce qui peut renforcer les tensions. Donc, dans ces moments-là, on a un outil qui s'appelle la communication non violente. Ça peut être un bon outil. En fait, la communication non violente, elle sert à quoi? Elle sert à
parler de soi et de ses ressentis sans accuser l'autre. Généralement, elle se fait en 4 temps. D'abord l'observation, le sentiment, le besoin et enfin la demande. Je vous donne un exemple concret. Observation, par exemple. Quand tu as dit cela, ça c'est mon observation. Maintenant, je vais donner mon sentiment. Je me suis sentie blessée. Ça c'est mon sentiment. Là, maintenant, je vais faire part de mon besoin. J'ai besoin de me sentir respectée. Et enfin, la demande. Peux-tu éviter de faire cela à l'avenir ? Et en fait, cette technique, elle permet de réduire les risques de confrontation et elle ouvre la voie à un dialogue plus constructif. 4e conseil, reconnaître et valider les émotions de l'autre. Alors ça, c'est aussi très important. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre personne dit ou ressent, il va être important de reconnaître et de valider ses émotions. Ça ne signifie pas que vous acceptez ou vous approuvez son point de vue, mais ça montre que vous comprenez sa souffrance et sa position. Et c'est là où ça peut être complexe parce que ça demande de vraiment dépasser son ego. Si la personne, elle vous dit un truc et que ça vous paraît une aberration, dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Mais pas du tout, c'est pas du tout vrai. C'est peut-être pas vrai pour vous, mais c'est vrai pour elle. Donc encore une fois, on a tous des réalités différentes et on ne perçoit pas les choses de la même façon. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vois que tu te sens vraiment blessé par ce qui s'est passé et je comprends pourquoi ça t'a affecté. Ça peut s'arrêter à là, tout simplement. 5e conseil, accepter sa part de responsabilité. Dans un conflit familial, il est rare que l'un des deux camps soit entièrement responsable. Même si vous pensez avoir raison, il est important de reconnaître que vous avez probablement contribué à la situation. Et ça peut inclure de s'excuser sincèrement pour des mots dits sous la colère, des gestes mal compris ou des négligences passées. Reconnaître sa part de responsabilité, ça peut être un grand pas vers la réconciliation. J'ai eu cet exemple-là, il n'y a pas si longtemps, d'une jeune femme de la quarantaine qui a osé dire à son père qu'il s'était jamais occupé d'elle et qu'elle se sentait limite pas légitime, qu'elle se demandait même si elle était de lui. Et en fait, c'est passé d'abord par un clash. Le premier temps de la conversation, si on peut appeler ça une conversation, ça a démarré avec un clash, avec beaucoup de colère, des émotions assez anarchiques, c'est parti un peu dans tous les sens avec de l'agressivité. Première partie de la conversation. Et dans un deuxième temps, la personne, après avoir été en colère, s'est effondrée en larmes. Les larmes ont touché le père. Donc, dans un deuxième temps, le père a reconnu son irresponsabilité de père. C'est-à-dire qu'il lui a dit qu'il reconnaissait ne pas s'être occupé d'elle pendant son enfance et son adolescence. Ça efface pas le passé, mais ça a été salvateur pour elle. C'est-à-dire que ça l'a validée dans sa souffrance, dans le sens où c'est pas moi qui me suis fait des films, j'ai bien compris, lui aussi il reconnaît qu'il s'est pas occupé de moi. Alors on peut se dire, mon Dieu, c'est dramatique, mais non, c'est pas dramatique, en fait, c'est divinement beau. Dans le sens où cette personne qui a la quarantaine, elle a pu finalement stopper cette souffrance, la cicatriser, parce que papa lui a dit, oui, c'est ok ce que tu ressens, et juste, il l'a validé, en fait, dans ses émotions. Et il a reconnu son irresponsabilité. Et tout va bien, et finalement, il n'y a pas à juger ça. Le passé, vous ne pouvez pas le changer de toute façon, vous pouvez juste changer l'angle de vue avec lequel vous le regardez. Le 6e conseil, c'est éviter les rancunes et les reproches. Un des principaux obstacles à la communication après un clash, c'est la tendance à accumuler les rancunes ou à ressasser des anciens conflits. Et en fait, ça peut particulièrement être destructeur dans une famille où les rancunes, en fait, elles peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Pour avancer, il est important de laisser le passé derrière soi et de ne pas ramener sans cesse les erreurs anciennes. C'est un travail de lâcher prise pour se concentrer sur l'avenir. Je dis ça comme conseil, je sais, c'est facile de dire ça, c'est beaucoup moins facile de le mettre en application parce que, surtout si c'est dans les dynamiques familiales, je vous raconte pas. Si dans vos dynamiques familiales, vous êtes une femme et dans le code des femmes, la rancune, l'amertume, le ressentiment, l'amertume, tous ces trucs-là là, qui nous polluent le cœur et qui nous empêchent l'amour de circuler, c'est inscrit dans le code des femmes, ça va être super compliqué en fait. Il faut le travailler ce truc-là, pour l'enrayer, pour pas que vous et vos enfants, vous continuiez à faire perdurer. C'est laisser le passé où il est, c'est important. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes pleine de rancune, etc., c'est que vos besoins n'ont pas été entendus, c'est que vos émotions n'ont pas été entendues, c'est que vous n'avez pas été reconnu dans vos souffrances,
d'enfants, d'adolescents, de jeunes femmes ou même encore actuellement. Donc dans ces cas-là, il faut le travailler en constelle, en thérapie, pour que vous puissiez être le plus juste possible. Parce qu'encore une fois, quand les parents ils reconnaissent rien et qu'ils n'ont rien fait de mal, etc., vous allez, je pense, vous brûler les ailes. Donc quand on va déjà pas bien, c'est peut-être pas la peine d'en s'en remettre une couche. Allez voir plutôt quelqu'un, un professionnel, et dans ce cadre-là, vous pouvez être en sécurité pour être accueilli tel que vous êtes. Évidemment, le 7e conseil, proposer une médiation externe. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, mais finalement le faire à plusieurs. Un médiateur familial, il peut être utile pour faciliter la communication entre les membres de la famille. Donc le professionnel, il est neutre, il peut aider à faire émerger des solutions et offrir un espace où finalement chaque membre sera écouté. La médiation, elle permet de remettre les relations familiales sur une bonne voie, surtout si le conflit il est particulièrement intense. Le 8e conseil, ça va être de respecter le rythme de chacun. La réconciliation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque membre de la famille, il peut avoir un rythme différent pour surmonter le conflit. Certains, ils peuvent être prêts à parler tout de suite, tandis que d'autres, ils auront besoin de plus de temps. Il est important de respecter ce besoin de temps et de ne pas forcer la réconciliation. La patience, c'est aussi une des grandes clés pour que les liens familiaux puissent se réparer de manière durable. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si tu as eu une mère toxique, que toi, en tant qu'enfant, on t'a bousillé intérieurement, forcément, si tu as osé le clash à l'âge adulte et que tu t'es pas réparée, tu t'es pas libérée de l'emprise de ta mère et que tu t'es pas reconstruite, forcément, si tout de suite tu envisages une réconciliation sans être passé par un cheminement intérieur, tu risques de retomber sous l'emprise. Ou alors, effectivement, l'option du thérapeute familial, là, peut avoir tout son sens. Le 9e conseil, ça va être de fixer des limites claires. Lorsqu'il y a eu un clash familial, il peut être nécessaire de redéfinir certaines limites pour éviter de nouvelles tensions. Ça peut être un moment pour discuter ouvertement de ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas dans la relation, et pour établir des règles de respect mutuel, tout simplement. Le respect des limites de chacun, il est essentiel en fait pour éviter de retomber dans des dynamiques conflictuelles. Si les limites, elles sont pas claires, si elles sont pas posées, si on n'en tient pas compte, parce que tu as aussi ça, des fois tu peux tout à fait avoir l'impression de toi poser tes limites, mais qu'elles sont pas écoutées, pas entendues, pas reconnues. Donc là, dans ce cadre-là, évidemment, ça complexifie un peu le truc. Mais si tu es dans une famille ouverte, avec une vraie intention que tout se passe bien, là, ça va être important de débriefer pour donner ses limites et dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus tout simplement. Et enfin, le 10e conseil, se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Il est essentiel de tourner la page. Au lieu de se concentrer sur ce qui a mal tourné, l'objectif, ça devrait vraiment être de trouver des solutions concrètes pour améliorer la relation à l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent ? Quelles actions peuvent être mises en place pour que la situation ne se reproduise pas ? Ça, c'est vraiment des questions que je vous invite à écrire, à noter et essayer d'y répondre. Donc pour résumer un peu, récapituler tout ce que je viens de vous dire, pour que les membres d'une famille continuent à se parler après un clash, il est important de favoriser un dialogue respectueux et empathique et d'admettre sa part de responsabilité, mais d'accepter aussi les émotions de chacun, de prendre le temps de se guérir évidemment. Et il va être essentiel de se concentrer sur la résolution du conflit plutôt que de se perdre dans les rancunes. Et en fait, en agissant ainsi, il est possible de transformer un conflit en une opportunité et de renforcer les liens familiaux et de grandir ensemble. Et ces clashs, ils nous rappellent également que nous sommes les héritiers de nos ancêtres, que certains clashs ont des racines très profondes, et vraiment accepter ça et chercher à comprendre les causes de nos conflits familiaux, ça peut nous aider à trouver des solutions durables et offrir un cadre plus serein pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc. Donc, je vous invite à méditer pour conclure sur plusieurs questions. La première, ce serait: les conflits familiaux sont-ils inévitables dans un système familial ou peuvent-ils être évités par la prévention ? Que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour ne pas reproduire les erreurs du passé tout en honorant la mémoire de nos ancêtres ? Et comment finalement les théories de Bert Hellinger, d'Anne Schunsenberg peuvent-elles nous aider à mieux comprendre nos propres conflits familiaux et à trouver des moyens de les résoudre ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast sur les clashs familiaux.
Si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me faire part de vos retours, de vos expériences. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Vous pouvez les mettre en commentaire si vous le souhaitez ou pas. C'est vous qui voyez. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.